Colin, bonjour. Bonjour. On se quitte plus? Eh ben ouais. Hein, parce que alors pour ceux qui n'étaient pas là sur Ludovia, hier soir j'ai animé la soirée et été intervenu pour le moment de réflexion autour de l'intelligence artificielle, ce que ça a apporté dans l'écosystème éducatif, hein, parce que c'est le focus. C'était une super soirée. Ah, moi, je me suis éclaté. J'ai eu un peu regretté d'être sérieux, mais c'est un sujet aussi sérieux, donc il faut un petit peu faire attention. Mais je me suis amusé, ouais. Ouais. Puis avec mon ami Bertrand, on a mis un peu le bazar avant ton intervention et après l'intervention, mais ça a cadré un peu les débats. Pour ceux qui n'étaient pas là hier et qui n'ont pas eu encore le temps d'aller voir la vidéo, un petit pitch de ce que tu as dit hier. Bah, le petit pitch, pour faire simple, c'est que l'IA est arrivée dans l'éducation. Qu'on le veuille ou pas, on n'a pas besoin d'attendre que le ministère nous annonce cela officiellement. Ouais. On nous donne la primeur et les élèves s'en servent. Les parents s'en servent. Ah bon? Et ben ouais. Et donc, quelque part, en tant qu'enseignant, on a intérêt, on a besoin d'aller regarder ce qui se passe. Donc ça, c'est le pitch. Et ensuite, une fois qu'on a compris que c'est important, et ben, il y a d'autres questions qui se passent, comme par exemple, qui s'intéresse à cette question? Pourquoi est-ce qu'il y a des enjeux éthiques? Pourquoi ces enjeux éthiques presque sont plus importants que les enjeux technologiques, en tout cas pour les questions éducatives? Et ce que ça signifie ensuite, c'est le jour où il va falloir bien former à la fois les enseignants et les élèves, la question se pose de savoir si finalement l'IA c'est juste un sujet technologique de plus, ou si c'est un sujet un peu moderne, comme on n'en a pas d'autres, qui devrait être enseigné ou devrait être appris, en prenant en compte à la fois les aspects techno, parce qu'il y a de la techno dedans, mais aussi les aspects sociaux, la question de l'éthique, la philo, l'histoire, le droit, enfin toutes ces questions qui font que c'est quelque chose d'important. Ça bouscule énormément de choses. Hein. Tu as parlé de création de ressources libres. Et aussi, qui peuvent alimenter les IA et l'IA peuvent alimenter les ressources libres, donc augmenter encore tout ce qui est à notre disposition, puis déjà énorme et conséquent. Donc on est d'un point de vue juridique, quand on crée, on a eu cette discussion aussi, quand on crée une question avec une IA générative, à qui appartient le produit? Est-ce que c'est ceux qui avaient les contenus en amont, ceux qui ont fait l'algorithme d'IA, qui ont généré l'IA, ou est-ce que c'est la personne qui a créé le prompt? D'accord. Donc, le lien, il est à faire puisque c'est deux phénomènes qui émergent en même temps. Le phénomène IA sur l'éducation, il émerge en ce moment, et puis le phénomène IA, éducation ouverte, lui aussi, c'est un phénomène émergent qui intéresse les gens. Et c'est pas par hasard que les deux objets arrivent en même temps. C'est aussi une question de vitesse. L'IA arrive à toute vitesse et pour s'adapter, on se rend compte que les vieux mécanismes un peu poussifs dans lesquels on attendait que le ministère fasse son programme, que le programme soit repris par un éditeur, que l'éditeur publie un bouquin, que le bouquin soit distribué, ça va en fait beaucoup trop lentement par rapport à un phénomène comme celui-là. Donc on compte plutôt sur ce qui se passe dans les classes, des enseignants qui testent des choses et qui mettent en partage ce qu'ils ont testé et qui marche. Donc il y a c'est pas une économie du libre, mais il y a des bons usages du libre qui marchent bien. Et ensuite, effectivement, ça pose la question que tu poses, qui est, oui, mais ces IA qui servent à générer des objets, à qui appartiennent-elles? Alors là, bonne nouvelle, mais qui n'est pas une nouvelle officielle, c'est une nouvelle nord-américaine. Donc est-ce que demain l'Europe va légiférer autrement? On n'en sait rien, on pense que non, mais c'est de dire que ce qui est créé par l'IA n'appartient à personne. Personne n'a le droit de revendiquer le travail qui a été fait par l'IA. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire en tout cas le concepteur du logiciel, donc les grandes plateformes n'ont pas le droit de dire ce qui a été créé est à nous et vous devez nous rendre compte. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Oui, parce qu'eux-mêmes sont les piochers dans des corpus. Parce qu'en même temps, moralement, ça n'aurait pas été génial si c'était ça. Et ce qui va embêter peut-être les créatifs, les créateurs, c'est on ne peut pas non plus dire que c'est ceux qui au départ avaient mis les datas qui sont propriétaires de ce qui a été obtenu. Et on ne peut pas non plus dire il y a eu cette tentation, c'est la personne qui écrit le prompt, parce qu'il y a toute l'intelligence de l'écriture du prompt, et plus que ça, il y a tout un travail, on va retravailler l'image derrière, on va probablement choisir une image parmi 10 000. Donc il y a un énorme travail qui peut être fait sur une image ou sur un texte. Mais là, on est en train de dire non, pas du tout. L'image qui sort de l'IA, c'est une image qui est libre de droit.
Et aujourd'hui, elle commence à être distribuée avec une licence dite CC0, donc du domaine public. La licence CC0. Il y a autre chose, tu as oublié de pitcher, mais ça je t'en veux pas, mais donc on va faire un petit rappel. Tu as parlé de ton MOOC Ouais, pour les enseignants. Ouais. Moi je pense que c'est un super outil. Apprendre aux enseignants c'est quoi l'IA. D'accord. Donc oui, non, on a travaillé entre plusieurs pays européens depuis déjà 3 ans à développer. C'était un projet Erasmus Plus de ce genre-là, donc financé par l'Europe, donc financé avec des fonds publics. Et c'est important parce qu'aujourd'hui, dans le monde de l'IA, la plupart des projets, y compris la plupart des ressources qu'on va trouver pour apprendre l'IA, sont en fait financées par les grandes compagnies de l'IA elles-mêmes. Google qui a lancé toute une série de cours. C'est logique et bon, c'est pas nécessairement fait avec une mauvaise volonté ou avec une volonté de nuire, mais dans les faits, on est peut-être un peu embêté d'utiliser ce type de matériel. Donc voilà, on a toute une famille de matériel qui est du projet AI4T. Vous tapez AI4T sur web et vous allez pouvoir trouver là-dessus à la fois un MOOC distribué en 5 langues et en même temps un open textbook, donc un livre de ressources qui sont les deux disponibles sous une licence ouverte, bien entendu, donc partageables, récupérables et même qu'on peut retraduire dans d'autres langues. C'est ce qui se passe actuellement où on cherche à traduire ce genre de choses en albanais et en maltais. Donc c'est un succès. De quoi vous occuper pendant les longues soirées d'hiver. Et dernière question que je voulais te poser. Il n'y a pas de piège. Ça te fait quoi de venir à Ludovia? Pourquoi tu viens à Ludovia? Bon, déjà, je viens parce que je suis invité et je suis reconnaissant, très reconnaissant pour cette invitation. Et alors maintenant, je m'attendais quand même à une question comme ça, mais j'ai réfléchi et je me suis rendu compte que je découvre qu'il y a plein de gens qui pensent comme moi, mais qui le disent mieux que moi. D'accord? Et donc, j'ai plein de théories et on est parfois un peu isolés, les gens qui créent, qui se demandent si on ne peut pas utiliser le numérique dans l'éducation un petit peu plus ambitieusement pour faire des choses nouvelles. Et c'est en fait génial de voir des gens exprimer cela, à la fois dans certains cas des chercheurs, de l'exprimer au nom de théories qui ont un nom et qui ont été étudiées, d'autres qui sont plus praticiens, qui ont fait des tests sur le terrain et qui ont montré que certaines de ces idées fonctionnent. Donc c'est ça, c'est génial de se retrouver un peu conforté dans l'idée que oui, il y a vraiment de la place pour innover et qu'il y a des gens qui le font très bien, mieux que moi, mais c'est réconfortant quand même de voir qu'on est sur les bonnes pistes. Bon, on est sur des bonnes pistes. Mais la spécificité aussi de Ludovia, c'est de mélanger des niveaux, des intervenants, des gens. Tu as des gens qui présents dans les petites écoles à côté, tu as des chercheurs, tu as des gens dans le supérieur, donc il y a un peu de tout et on est un peu à plat dans les tables rondes. J'ai vu que tu as participé à des tables rondes. Et l'idée, c'est un peu ça, c'est qu'on est vraiment là pour faire des échanges et autour de ce qui motive les gens, c'est l'innovation, c'est essayer de faire changer les choses. C'est ça. C'est le truc commun. Après, le comment, le pourquoi, voilà. Mais vraiment dans cette idée-là. Je suis tout à fait d'accord que c'est intéressant de se retrouver avec des chercheurs, avec des praticiens, c'est avec rare, des enseignants. des moments comme ça. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. On travaille vachement dans des silos, avec des secteurs, les universités avec les universitaires. Sans doute. Non, mais je suis totalement d'accord. Ouais. Et donc moi, ça me fait beaucoup de bien. C'est très très bien de se retrouver dans. On dit toujours que c'est un bain de jouvence pour tout le monde, ce Ludovia. Ça donne des idées, ça rebooste un petit peu. Je suis d'accord aussi. Tout à fait. Non, c'est très consensuel comme interview. Ouais, mais dis-moi quelque chose sur lequel je suis pas d'accord. Ça va être dur, hein, on est d'accord sur pas mal de choses. Très bien. Bon, je vais réfléchir, on se retrouvera sur la prochaine édition Ludovia, soit en Suisse. Tu avais quelque chose à rajouter, non? Non, je souhaite que la journée de demain soit aussi bien que celle d'aujourd'hui. Il n'y a pas de raison. La soirée d'hier, donc c'est très bien. Ou la soirée de ce soir, ça. J'ai appris, mais j'ai juste appris là, donc je n'étais pas au courant. Oui. Mais bon, j'y serai. Ça marche. Et à tout à l'heure alors. À tout à l'heure. À plus pour les autres. Bye.